Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir une passionnée de livres. Et cet après-midi, nous disons bonsoir à Roland Bosphore, historienne. Alors, je me présente, je suis de la Trinité. La Trinité, c'est la porte, c'est l'entrée vers le nord Atlantique. Donc, je suis profondément ancrée dans ce terroir-là. Merci Roland, sois la bienvenue sur le plateau de Zouk TV. Eh bien, merci de m'avoir invité. Et je dis aussi bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, merci. Comme d'habitude, nous allons explorer de nouveaux horizons. Et très certainement, je pense que cet après-midi, nous allons, comme elle l'a dit, nous allons parler d'histoire martiniquaise, ou peut-être histoire antillaise plus générale. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais parler de mon dernier ouvrage qui s'intitule « Du matricule au patronyme ». Donc, dans cet ouvrage, je parle d'identité, je parle de peuplement, je parle de peuple et je parle également de patronyme. D'accord. Donc, tu as dit ton nouvel ouvrage. Donc, il y a eu d'autres avant? Oui, depuis que je n'enseigne plus, parce que j'ai été enseignante pendant une bonne quarantaine d'années, depuis que je n'enseigne plus, je me consacre à l'écriture, enseignante d'histoire et de géographie, puisque j'ai fait des études d'histoire. Alors, ceci est mon 4e ouvrage. J'ai écrit avec d'autres, j'ai écrit des articles, j'ai écrit dans des dictionnaires, notamment le dictionnaire Le Mitron. Et là, le 4e ouvrage, donc 3 ouvrages avant. D'accord. Donc, du matricule au patronyme. Donc, matricule, donc on pense, pour ceux qui ne savent pas, donc moi ça me fait penser à des numéros. Voilà. Numéro, patronyme, patronyme, nom de famille. Nom de famille. Alors, j'essaie... Je dis bien j'essaie, parce que bon, il y a déjà eu des ouvrages sur la patronymie. Mais moi, ce que j'essaie de voir, j'essaie de faire le lien entre la patronymie, les patronymes et la recherche de l'identité. Le nom fait partie de l'identité, mais le nom des Martiniquais est particulier. Donc je vais m'expliquer, ce sont des noms particuliers, parce que ce sont des noms qui ont à peine 175 ans, alors que des noms dans d'autres parties du monde sont des noms qui sont séculaires, qui remontent à l'Antiquité des fois. Donc, c'est particulier, et dans leur recherche d'identité, les Martiniquais se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que 1848. Oui. Et cela, quelquefois, est assez frustrant. Tout à fait. Je peux témoigner puisque ça fait quelques années, je fais de la généalogie avec des amis, des connaissances. 20e siècle, il n'y a pas de problème. On aborde le 19e siècle, on est content, on fait 1880, 1870, et puis effectivement en 1848, on est bloqué. Ou sinon, au mieux, on peut faire des soustractions. On voit par exemple en 1850, il est âgé de 30 ans. Bon, on déduit son âge, mais pour trouver son acte de naissance, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile parce que, 1848, on sait que les esclavagisés sont libérés. Et au moment de leur libération, ils doivent devenir des citoyens français, parce qu'il y a des élections qui se profilent dans cette année 1848, dans cette année 1849. Donc, pour pouvoir les faire voter, la République, la Seconde République, décide de leur donner un patronyme, parce que pour être sur les listes électorales, il faut avoir un nom, il faut avoir un prénom, il faut avoir au moins une année de naissance et une adresse. Et puis, il faut pouvoir payer des petits impôts. Donc,
on se rend compte qu'il faut leur donner un nom pour ces raisons-là, pour ces raisons électorales. Et voilà, 1848, ils n'avaient que leur matricule. C'est pourquoi je parle du matricule au patronyme. Ils n'avaient que leur matricule et ils auront un patronyme à partir de 1848. Alors, quelque chose qui était prévu pour durer à peine 2 ans va prendre au moins une dizaine d'années parce qu'il y avait 75 000 libérés et il a fallu donner plus de 60 000 noms. Donc, c'était quelque chose d'énorme. Voilà. Et alors, le matricule, est-ce qu'il, entre guillemets, remplaçait le patronyme? Est-ce qu'ils avaient des noms avant Non, l'esclavagisé n'a jamais eu de nom. Il arrive sur l'habitation après le voyage. Enfin, je dis le voyage après la traite. Ils arrivent sur l'habitation. Il y a tout un processus d'entrée sur l'habitation. Il y a des règles. On leur parle du travail qu'il y a à faire, des châtiments. Et à chaque personne, on donne un surnom, un prénom, un sobriquet. Alors, je dis on, c'est le maître de l'habitation qui donne ce prénom. Et ils vont garder ceci jusqu'en 1848, un prénom. Et en 1839, là intervient la royauté, le roi. Il décide qu'il faut recenser tous ceux qui sont dans les colonies, dont la Martinique, dont les colonies Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il faut les recenser. Et à ce moment-là, on va leur donner un numéro. On ne leur donne pas de nom en 1839. On va leur donner un numéro et ce sera leur numéro matricule. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que ce processus est similaire avec, par exemple, la Guadeloupe ou bien il y a des particularités? Oui, toutes les colonies esclavagistes, toutes les colonies esclavagistes françaises ont suivi ce même processus. C'est-à-dire numéro matricule, recensement, numéro matricule. On demande aux maîtres d'habitation, aux maîtres des esclavagisés, de les recenser dans de grands registres, mais ces registres vont rester sur l'habitation. Quelques-uns iront au greffe. Alors, ces registres vont rester sur l'habitation avec le nom du maître, le nom de l'habitation, son lieu, le lieu où se trouve l'habitation, le surnom de l'esclave. Je donne dans mon ouvrage, je présente un dossier matricule et voilà. Donc, ces numéros matricules sont donnés sur chaque habitation. Chaque habitation avait un grand registre avec plusieurs registres avec des numéros matricules. Et au moment de la libération 1848, on va utiliser ces numéros matricules pour 2 choses. On va utiliser ces numéros matricules pour pouvoir donner les noms. Donc, puisque dans les noms sur les registres d'état civil, les nouveaux registres d'état civil, il y a le numéro matricule, puisque le numéro matricule donnait quand même pas mal d'informations. Et on va utiliser aussi ce numéro matricule pour savoir combien d'esclavagisés avaient un maître, puisque les maîtres devaient être indemnisés. Ils sont indemnisés en fonction du nombre d'esclavagisés qu'ils avaient. Donc, le registre matricule leur était nécessaire à ce moment-là. D'accord. Alors, quelles sont les modalités? Comment on arrive à passer d'un matricule à un nom? Est-ce que c'est un nom qui est pris au hasard? Est-ce que c'est un nom qui est lié aussi aux constances, à un lieu, un environnement? Il faut savoir que pour pouvoir donner les noms, je vous ai dit 75 000 personnes libérées sur un petit territoire et il y a des élections qui se profilent, donc il faut faire vite. Il faut savoir aussi que les colonies esclavagistes dépendaient de la marine. C'était le ministre de la marine qui s'en occupait. Donc,
le ministre de la Marine va prendre parmi, je dirais, ses employés, ses administrés, ses fonctionnaires, des personnes, hein, des employés, des fonctionnaires, et ils vont leur demander de servir d'officiers d'état civil. Parce que les officiers d'état civil qui étaient dans les bourgs, dans les communes, n'étaient pas nombreux. Donc, voilà. Alors, ces officiers d'état civil, c'était des gens qui avaient quand même, c'était des gens qui avaient une certaine culture, je dirais, qui avaient quand même fait des études, qui avaient fait ce qu'on appelle l'école supérieure, qui étaient allés à l'école. Donc, ce sont ces gens-là qui vont, en fonction des directives qu'ils vont recevoir, ils vont recevoir des directives des commissaires de la République. Pour la Martinique, le commissaire de la République, c'était Auguste Périnon. C'était Périnon, donc c'est un nom qu'on connaît à la Martinique. Oui, oui, oui. Hein. Alors c'est Périnon qui va arriver et qui va dire ce qu'il faut faire. Périnon, c'est un républicain, il est nommé par la Seconde République, il est nommé justement commissaire de la République. Et il leur dit ce qu'il faut faire. Et il leur dit qu'ils vont prendre les noms en regardant autour d'eux, dans la nature, dans leurs connaissances, en regardant également la personne qui se présente devant. Et puis, quand ils ne vont plus trouver de nom, de prendre les noms qu'ils ont déjà donnés et de les transformer. Voilà les directives qu'on donne à ce moment-là. Alors, ce qu'on peut dire, on n'a jamais pris, on ne s'est jamais appuyé justement sur l'origine de ces esclavagisés, parce qu'ils avaient une origine, ils n'étaient pas sortis du néant, ils avaient une origine africaine. On n'a jamais tenu compte de leur africanité pour leur donner des noms. On a donné des noms comme ça qui venaient au hasard. Alors, tout dépendait de l'officier d'état civil. Si c'était quelqu'un, je dirais, de consciencieux, qui appliquait ce qu'on lui donnait. Il y en avait qui étaient également très contre cette histoire de donner des noms, bien de libérer des Noirs. Donc, ils vont faire en fonction de leur ressenti, en fonction d'eux-mêmes, et non en fonction de celui qui était en face d'eux. D'accord. Et côté esclaves, côté anciens esclaves, puisque... On est en 1848, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Comment cet événement est vécu? Est-ce qu'ils sautent de joie? Oui, oui. Il y a de la méfiance? C'est pas le fait d'avoir le nom, c'est le fait de ne plus travailler sous le fouet, qui était vraiment, c'est le fait de ne plus travailler sous le fouet. Et c'est quand même quelque chose qui est très, très bien vécu. D'après, parce qu'il y a eu des journaux à l'époque, il y avait beaucoup de journaux, il y a des journaux qui ont relaté tous les événements de 1848, qui ont relaté ce qui s'est passé après. Alors, toutes les informations, on les retrouve dans ce qu'on appelle les registres d'individualité. Mais c'est assez froid quand même, un tel esclave. Les esclaves devaient se présenter devant à l'état civil du bourg où se trouvait leur ancienne habitation, et ils devaient venir donner leur prénom ou leur numéro matricule. On les interrogeait. Sakite Metou, qui prénom, qui côté ou Kavini, et à partir de là, l'officier d'état civil, l'ancien marin, était là pour écrire, et il disait, il écrivait sur le registre, nous avons reçu tel esclave, numéro matricule, né le temps, et nous décidons de lui donner tel nom. C'est lui qui décide de donner le nom, ce n'est pas l'ancien esclavagisé qui va choisir son nom. Donc, il paraît qu'il y a, d'après les journaux, qu'il y avait une espèce d'euphorie, parce que même les marrons qui sont sortis
des bois, hein, de leurs forêts, de leurs petits des campements qu'ils avaient dans les forêts pour venir se faire recenser et avoir un nom. Et Glissant, dans un ouvrage, je le dis, montre l'euphorie de toutes ces personnes. Et même des personnes qui étaient issues de Kalinago sont venus chercher leur nom également. Et sur la couverture du livre, j'ai fait en sorte que l'on voit l'euphorie qui régnait, le désir d'être reconnu, le désir d'avoir une identité. Déjà, parce que le nom, c'est pas l'identité, mais le nom participe aussi à l'identité. Dans l'identité, il y a beaucoup d'autres choses, comme la culture, il y a comme l'histoire, la géographie, les liens avec le sol, avec les autres, mais le nom quand même participe à l'identité. Et à partir de là, ils savaient qu'ils pouvaient avoir des documents avec leur nom. D'accord. Donc, l'attribution d'un nom pour eux représentait un certain nombre d'avantages. Donc, une sorte de reconnaissance. C'est-à-dire, l'attribution du nom leur permettait d'être des êtres humains, puisqu'ils avaient été déshumanisés, et l'attribution du nom, c'était pour commencer à être des êtres humains. Donc, on donne un nom. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de nom, ils étaient considérés comme des biens meubles du maître, et là, ils commencent à devenir des êtres humains. Donc, c'est ça qui est important dans l'attribution du nom. D'accord. Alors, petite question, on va dire peut-être d'ordre pratique. Ça t'a pris combien de temps pour réaliser un tel ouvrage? Eh bien, c'est un ouvrage qui a mûri depuis pas mal de temps, parce que j'ai eu l'occasion en 2019 de faire une conférence qui s'intitulait « Du matricule au patronyme » à la CACEM, vous savez, à l'entrée de Fort-de-France là. Et puis, je l'ai fait aussi au CNFPT, cette conférence. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça sous forme d'ouvrage. Voilà. Mais j'ai été interrompue parce que j'ai présenté un autre ouvrage entre-temps. D'accord. Donc, c'était des travaux, des échanges que tu avais avec le public, ou bien certaines... Alors, comment c'est venu, je dis... Carrément, comment c'est venu, je me suis... Parce que j'ai dit, il y a déjà des ouvrages sur la patronymie des Martiniquais, mais comment c'est venu, j'ai dû insister, parce que lors de cette conférence que j'ai faite à la CACEM, il y avait des gens qui étaient étonnés de voir que leur nom n'avait que 175, 170 ans. Et il y en a qui pensaient aussi en regardant leur nom, il y avait une dame, elle avait un nom un peu bizarre, hein, pas là, ailleurs. Un autre qui avait une essai, je crois que ça s'appelait Karinski. Un autre qui avait une consonance un peu, je dirais, Europe de l'Est. Et elle était une dame aussi, comme nous, hein, foncée comme nous, tout ça. Et elle était persuadée qu'elle avait des ancêtres slaves. Donc je me suis dit, il faut leur dire comment ils ont eu leur nom. Parce que, les officiers d'état civil qui avaient été nommés à cette époque, eh bien, il y en avait qui avaient voyagé, il y en avait dont les pères avaient fait les guerres avec Napoléon, il y en avait qui étaient allés à l'école, avaient fait l'école supérieure. Donc, ces gens-là avaient une certaine culture, connaissaient, donc ils ont donné des noms en fonction de leur culture, en fonction de ce qu'ils connaissaient, et non en fonction des gens qui étaient en face d'eux. D'accord. Donc, ce que tu dis, donc, ce n'est pas parce que... Je vais prendre deux exemples opposés. Ce n'est pas parce que on a une personne, le nom de famille c'est Petit et l'autre c'est Lagrand ou Legrand,
ça ne tenait pas forcément compte de la silhouette ou de l'apparence. Ça tenait compte de la silhouette, puisque à la fin, Périnon leur dit qu'ils peuvent donner en fonction de la personne qui est en face d'eux. D'accord. Donc, ils ont pris comme ça, ils ont donné des noms un peu comme ça. Et moi, une question qui me vient à l'esprit, est-ce que, par exemple, dans les fratries, frères, sœurs, est-ce que quand il y a ces noms, est-ce qu'on se dit, tiens, ils sont frères et sœurs, c'est logique qu'ils aient le même nom, ou on se dit, non, ils sont frères et sœurs, mais c'est pas, peut-être parce qu'ils n'avaient pas le même maître, ou je ne sais pas trop quoi. Eh bien, ça a créé beaucoup de problèmes, parce que il y a des mères qui sont allées chercher leurs enfants sur d'autres habitations, oui, parce que leurs enfants avaient été vendus. Il y avait des fils qui sont devenus grands, ils avaient quand même, je dirais, des compétences, et le maître les avait vendus à un autre maître. Alors, il y a des familles qui ont cherché à se regrouper et qui ont cherché aussi à avoir les mêmes noms. Par exemple, il y a des mères qui arrivaient avec leurs enfants. Elles arrivaient avec leurs enfants et pour qu'on leur donne le même nom. Bon, il y en a qui n'avaient pas pu faire la même chose. Donc, cela a créé quand même des confusions, des doublons. Et les dernières années, vers 1858, 1860, 62, ça a été pour justement éliminer tous ces doublons. Donc, ça a créé pas mal de petits problèmes. Il y a aussi quelque chose, quelquefois, bon, les officiers, des fois, ils avaient, je dirais, c'était des blancs, hein, les officiers, hein, ils avaient la même culture. Ils avaient la même culture et voilà, ils pouvaient donner d'une commune à l'autre le même nom. J'ai retrouvé, quand j'ai regardé les registres d'individualité, des noms alors qu'on voyait sur une habitation des Trois-Îlets, sur une habitation du Lorrain, le même nom. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait un lien de parenté. Et je dis, nous ni même nom, mais est-ce nos familles? Voilà. Et puis, il y avait des noms qui étaient beaux. Par exemple, il y avait des anagrammes. L'anagramme de Prince, par exemple. L'anagramme de Prince qui est Crispin. Alors, Prince, quand un enfant arrivait tout seul, eh ben, il s'appelait Crispin. Parce que Crispin, c'est l'anagramme de Prince, un mauvais anagramme, hein, de Prince. Et à ce moment-là, eh bien, ce petit enfant, eh bien, on va lui donner ce nom-là. Donc, ce qui fait que dans plusieurs communes, à cette époque-là, au même moment, il y a eu des noms qui se ressemblent. Est-ce que, d'après ce que tu as vu, est-ce qu'il y a ou un nom qui revenait, je ne vais pas dire systématiquement, mais apparemment qui était privilégié par les officiers? Alors, je ne sais pas. Hein. Par exemple, j'ai trouvé l'anagramme de Shelcher, mais écrit d'une manière bizarre. J'ai trouvé Shelcheri, dans le sud de la Martinique. J'ai trouvé, sur Fort-de-France, j'ai trouvé F. Shelcher. On a remplacé le L par un F, Shelfer. J'ai retrouvé encore deux autres noms comme ça, dérivés de Shelcher, des noms dérivés de Shelcher, j'ai trouvé ça. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire sur l'ensemble des communes existantes de la Martinique, est-ce qu'on peut dire vraiment que le processus a suivi son cours, ou bien il y avait peut-être des communes, entre guillemets, plus rebelles, ou peut-être administrativement parlant, c'était peut-être difficile de procéder à ces nominations, comme j'imagine à Fort-de-France, bon, ils étaient... Non, hein. C'était une directive du gouvernement, hein. C'était une directive de la République. Et puis ensuite,
L'Empire a pris le relais. Donc c'était une directive, mais c'était pas les maîtres qui le faisaient. C'était les officiers d'état civil nommés. Donc même si le maître ne voulait pas, les anciens maîtres ne voulaient pas, mais les esclavagisés, les anciens esclavagisés libérés étaient libres de se présenter devant à la mairie du bourg où ils habitaient. Ils se présentaient, ceux qui ne voulaient, les maîtres, il y avait bien sûr des gens qui contestaient, mais ils ne pouvaient rien faire. Donc ça a été lent parce que il y avait beaucoup de noms à trouver et à donner. C'est surtout ça. Et quelque chose qui devait durer, comme je le disais tout à l'heure, 2 ans, eh ben, ça a duré 10 ans. Puisqu'il fallait faire des regroupements, il fallait éviter les doublons, il fallait être sûr de ce qu'on fait. Donc, alors, à ce moment-là, ça a mis du temps. Mais la réticence ne venait pas, ils ne pouvaient pas être réticents, puisque déjà, on leur avait donné une indemnité, donc ils étaient bien contents. Et puis, là, les esclavagisés, ils n'avaient pas de frais. Ils le faisaient à leur vitesse, à leur manière, puisque aussi, il faut pas oublier que les anciens maîtres s'étaient déjà tournés vers d'autres travailleurs. Ils s'étaient déjà tournés vers d'autres travailleurs, donc ils avaient déjà rebondi. D'accord. Alors, petite question pour les téléspectateurs qui nous écoutent. La structure de ton ouvrage, est-ce que c'est une structure thématique, chronologique? Est-ce que il faut que je commence par la première page ou comment on le lit? Et est-ce que j'ai besoin d'être forcément historien pour comprendre? Justement, c'est parce que il y a 2 choses. L'historien travaille de manière chronologique. On ne peut pas éviter ça. Mais il y a des thèmes. Alors, dans mon introduction, je fais un grand laïus sur l'identité pour pouvoir comprendre le livre. Ensuite, je parle du peuplement de la Martinique, donc de manière chronologique. Je parle des premiers peuples qui habitaient la Martinique, ensuite l'arrivée des Blancs qui sont sortis d'Europe, et puis ensuite l'arrivée des déportés africains déportés de l'Afrique. Donc c'est ça, le peuplement, c'est la base, les fondements même du peuplement de la Martinique. Je ne parle pas des arrivées qui ont été faites après, puisque mon ouvrage s'arrête à 1848. Et puis, dans une deuxième partie, je parle de société, de population, de peuple. Montrer que ces 3 éléments-là ont vécu côte à côte, mais sans jamais se mélanger. Puisqu'on avait d'un côté une population libre et puis de l'autre côté une population servile, qui ne se mélangeait pas. Et puis, ensuite, j'aborde le chapitre de 1848. Je montre que cette population libre et cette population servile vont se rejoindre, puisque la population servile devient population libre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est acceptée, hein. Elle devient population libre. Et pourquoi? Pourquoi? C'est ce que je disais déjà, à cause, il y a la révolution de 1848 en France, il y a la révolte de 1848 en Martinique, il y a les obligations électorales qui arrivent, donc la nécessité de nommer les gens, de leur donner un patronyme. Et puis la dernière partie, justement, quel patronyme a-t-on donné? Voilà. Oh, donc c'est quelque chose, de mon point de vue, très accessible. Ah oui, très accessible. On peut lire partie par partie. C'est-à-dire, on peut lire la partie sur le peuplement, puis s'arrêter un moment, si c'est ce qu'on recherche. On peut lire la partie sur la société dite libre et la société servile, et puis les 2 dernières parties qui vont ensemble. Est-ce que, alors, tout au long de
ton explication. Tu as parlé de personnes comme Périnon, des noms, des patronymes qu'on a déjà entendus en Martinique. Est-ce qu'il y a d'autres, entre guillemets, célébrités de l'époque où vraiment les personnages sont plutôt dans l'anonyme? Il y a quelques personnages, je dirais, qu'il faut connaître. Il faut connaître le rôle, je dis, de Périnon. Parce que Périnon, c'est celui qui est le porte-parole de la Seconde République, du gouvernement de la République, et qui vient avec ce qu'on a appelé les cahiers d'individualité, les registres. Et chaque commune aura droit à un certain nombre de registres pour inscrire ces nouveaux citoyens. Donc voilà le rôle de Périnon. Mais avant Périnon, c'est un métis. Sa mère, c'est une ancienne esclave, mais au moment où il est né, sa mère est libre. Et son père, c'est un fonctionnaire blanc. Et ce père va faire à son fils faire des études en France. Mais il y a d'autres avant qu'il faut connaître. Mais qu'on est en train de mettre en avant Bicêtre. Il y a Bicêtre, il y a Pori Papi. Donc il y a quand même des Martiniquais célèbres qui ont leur place dans notre histoire. Donc pourquoi? Et puis il y a aussi, c'est dommage à cette époque-là que les esclavagisés n'avaient pas de nom. Ils n'avaient que des prénoms. On retient le prénom de Romain, mais les autres, on n'a que des prénoms. Et après, comme ils vont avoir un nom, donc ce qui fait qu'on ne sait plus qui est qui. Parce que bon, il avait des compagnons, mais on n'a pas retenu leur prénom. Et puis ensuite, ils ont eu des noms, donc on ne sait plus qui l'accompagnait. Mais il y a quand même des hommes célèbres comme ceux dont je viens de nommer. Oui, tu fais allusion à ceux qu'on appelle ou appelait parfois les oubliés, puisque pendant de nombreuses années, l'attention était focalisée sur Victor Schœlcher. Voilà. Bon, le but n'est pas de remettre en question le rôle de Victor Schœlcher, mais personnellement, j'ai appris, j'ai eu l'opportunité de faire des études en histoire, et donc à ce moment-là, j'ai pu découvrir ces personnages. Tu as fait allusion à Bicêtre, à Pori Papi. Pori Papi, qui est un personnage quand même assez fort dans cette période. Le premier à être au barreau, le premier avocat, il a été aussi à la municipalité de Saint-Pierre. Et c'est lui qui a quand même modéré les choses et qui a incité le gouverneur Rostolo à prendre cet arrêté pour la fin de l'esclavage. Donc, il a un rôle quand même assez... il a un rôle important. Il a un rôle important qu'il faut connaître, qu'il faut connaître et faire connaître. D'accord. Oui, non, je te rejoins. Il a un rôle important qu'il faut faire connaître. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, au premier abord, il a eu assez important, mais c'est qu'on ne sait pas, ou beaucoup, non. C'est ça le travail de pédagogie, de transmission. De transmission, répéter, jusqu'à ce que ça entre. Donc, tu as dit que c'est ton 4e ouvrage. Oui. Le 4e. Question que j'aime poser aux auteurs qui sont à leur 4e, voire plus, ou peut-être un peu moins. Y a-t-il un 5e ouvrage en réflexion ou une suite à Non, il n'y a pas de suite, mais il faut savoir que je suis au laboratoire à IHPGOD et que je travaille sur un thème. Mon thème de recherche, c'est les luttes sociales. Les luttes sociales à la Martinique, depuis l'esclavage, depuis l'esclavage jusqu'au début du XXe siècle. Il y a de quoi quand même. Ah oui. Mais surtout les luttes peu méconnues. D'accord.
D'accord. Puisque j'ai fait un ouvrage sur une lutte méconnue sur la grève de février 1923 qui s'est passée à Bassignac où il y a eu 2 morts. Et c'était complètement ignoré des Martiniquais. Donc ça leur a permis de connaître un nouvel élément de leur histoire. En fait, si je comprends bien, tu aimes bien les choses un petit peu sur le côté oubliées ou bien moins bien connues. Oui, mais c'est le rôle de l'historien. Hein. Chaque historien a son, je dirais, son domaine de recherche. Et dans le domaine de recherche, il va essayer de faire remonter certaines choses. D'accord. Ah ben, ça, je ne sais pas pour vous, pour moi, c'était un délice. De toute façon, dès qu'on parle d'histoire, c'est toujours, c'est toujours intéressant. Donc, tu confirmes, toi, donc, tu as parlé d'un tiroir au début de l'émission. Donc, ton tiroir est aussi présent dans ton ouvrage, on le retrouve? Alors, mon tiroir, le Nord-Atlantique, non, je ne fais pas de privilèges. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup du Nord-Atlantique parce que j'ai l'impression que c'est une région un peu délaissée. Que tout se passe dans le centre et dans le sud, et puis c'est un peu délaissé. Alors qu'il y a des choses formidables à voir, à faire, à dire au sujet du Nord-Atlantique. Ah, tu n'es pas la première personne du Nord-Atlantique à le dire. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est sympathique le Nord-Atlantique. Oui, Nord mais de façon générale. pendant longtemps, ça a été un peu mis de côté. Un peu mis de côté parce que bon, il n'y avait pas de belles plages, mais il y a autre chose. Oui, bien il y a sûr. de belles plages à Trinité, il y a de belles plages peut-être qui ne sont pas accessibles à la baignade, mais qui sont accessibles, je sais pas moi, au plaisir de l'œil, qui sont accessibles aux promenades. Et il y a d'autres choses aussi, il y a des sentiers de randonnée, il y a les rivières, il y a toute une flore extraordinaire. Donc, même s'il n'y a pas de plage, il y a d'autres choses. Et puis, il y a des gens formidables. Bien sûr, je suis d'accord. Il y a des gens formidables. Il y a des traditions gardées par certaines personnes du Nord. Donc, Voilà. Non, je te rejoins. Mais en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage, s'il te plaît? Alors, mon ouvrage, du matricule au patronyme, voilà, où l'on voit les différents types, puisqu'il y a une typologie, les différents types de patronymes donnés aux Martiniquais en 1848. Je n'ai pas tellement parlé de ça, mais c'est ce qui termine le livre, ce qui est intéressant. Tu veux dire en quelques mots dessus? Eh bien oui, voilà, il y a des patronymes, des noms tirés du créole, il y a des noms tirés de régions du monde, régions d'Afrique, régions françaises, régions d'Europe, il y a des noms tirés de l'environnement, il y a des noms tirés aussi de la littérature. Donc, dans l'ouvrage, je le dis aux Martiniquais et je leur dis comment faire aussi, parce que j'ai pas pu étudier tous les noms. Alors, je leur dis comment faire, aller aux archives, sur le site des archives et puis voir comment procéder pour qu'ils retrouvent le premier libéré qui a eu leur nom. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup pour toutes ces astuces, toutes ces informations très intéressantes. Si, comme Madame Bosfort, vous voulez présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, vous pouvez le faire. Il suffit tout simplement de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV, dans Plaisir de lire. Ben, Madame Bosfort, merci beaucoup. C'était trop court. Merci. Donc, c'est dit que ça s'est bien passé. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et si on veut trouver ton livre, on peut le trouver où? Alors, on peut le trouver dans
la seule librairie qui existe, la seule grande librairie qui existe au Lamentin, à Californie, et puis dans quelques petites librairies à Fort-de-France. Et puis, évidemment, auprès de l'auteur. Alors, ce vendredi 10, je fais une présentation au Gomorne. Donc, les gens peuvent venir au Gomorne et là, ils pourront avoir le livre avec la dédicace. Au bout du Gomorne. Au bout du Gomorne. Au bout du Gomorne. En face de l'église, ils ont un espace. D'accord. Bon, c'est pas très loin de Trinité, le Gomorne. Donc. Ah non, c'est... Donc, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.